Il est 8h44 sur Sud Radio. On va parler de tous les sujets dans l'actualité, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis notamment l'Ukraine, bien sûr, avec cette guerre de la Russie, les services publics, peut-être le PS. Vous avez entendu l'édito tout à l'heure d'Éric Nolot à 8h15. Il n'en reste plus grand-chose du joli rose du Parti Socialiste qu'il nous disait. Il est quand même plutôt abîmé. Il y a le congrès ce week-end à Marseille, et puis il y a cette histoire, ce psychodrame dans le rugby français avec Bernard Laporte. Avant de démarrer, tiens, puisque quand même, il faut un tout petit peu d'humour, on en a besoin. Évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est les 40 ans de la disparition d'un certain Louis de Funès. Ah, mademoiselle! Ah bah ça tombe bien. Non, nein. Je préfère que ce soit vous. Was? Alors, because der Mann, der beau garçon ist ein salopard. Ein große salopard. Donc, la grande vague. Non mais vous savez, petite parenthèse, donc il était très décrié à l'époque. La critique ne l'aimait pas. Tout ce qui était populaire, trop populaire. La critique n'a pas changé. Et Éric Nolot, vous qui êtes un critique aussi évidemment du monde de la culture, on n'aime pas quand même ce qui est populaire, quoi. Non, il y a toujours une défiance envers ce qui est populaire. Moi, j'ai toujours été vraiment très bon public, et Louis de Funès, moi, écoutez, rien que d'entendre sa voix, je commence à éclater de rire. Et chaque fois qu'il y en a un qui passe à la télé, Louis de Funès, on dit tiens, je vais regarder 5 minutes, on reste jusqu'au bout, parce que cet homme était un génie, quoi. C'était un génie non seulement en tant qu'acteur, mais c'était un des rares qui représentait une facette du français, quoi. On se reconnaissait. Alors c'est un français caricatural, évidemment. Mais quoi. bien sûr. Mapiche et tout. Oui, mais de toute façon, l'humour est basé sur la caricature. C'est vrai. Mais ça ne dépassait jamais quand même certaines limites. Mais il le savait très bien qu'il représentait les Français jusqu'à un certain point. Il en jouait, et je trouve que moi, les films vieillissent assez bien. Et 5 millions de Français ont regardé un film de Funès pendant le confinement, puisqu'il y a eu des diffusions, rediffusions, effectivement, à gogo, quoi. C'est d'abord, le rire, c'est implacable, impitoyable, parce que soit ça marche pas. C'est vraiment binaire. Alors ça peut marcher pour une partie du public. Lui, je crois que c'est assez universel quand même. Et même les critiques qu'il critiquait à l'époque, bien sûr, se marraient en réalité. Bien sûr, mais derrière le manteau, quoi. Exactement. La deuxième chose qui paraît vraiment très intéressante. Si on n'assume même pas son rire, c'est quand même terrible. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Le rire, il y a toujours un marqueur de l'époque. Et on voit que De Funès, c'était un rire effectivement très populaire et joyeux. Coluche, ça devient un rire un peu plus inquiet avec les Restos du Cœur, il y a quelque chose d'un peu plus grave. Et là, le dernier, à mon avis, on voit le rire à la Bigarre ou le rire à la Dieudonné, il y a quelque chose vraiment de sinistre. Il n'y a pas que ça quand même, quoi. Non, mais c'est sont des marqueurs. etc. Oui, bien sûr, mais les plus gros, ceux qui sont les plus centraux, disons, dans la profession, il y a quelque chose d'un peu, c'est un peu le rire du Joker, vous voyez, c'est un peu inquiétant. Faut se lever de bonne heure pour faire aujourd'hui du rire, de l'humour, quoi, justement, compte tenu de l'ensemble des critères qui peuvent être aujourd'hui imposés. C'est-à-dire que ce qui a un peu disparu, c'est l'humour fédérateur. Parce que Louis de Funès pouvait rassembler vraiment des millions de Français de tous âges, de toute classe sociale. Là, le rire fonctionne par niche. Il y a un rire communautaire, il y a un rire qui concerne une partie des Français et pas l'autre. Du rire. Oui, exactement. Mais c'est pas très bon. Ça veut dire que les ciments qui nous unissaient, même si ça peut paraître anecdotique, Louis de Funès ou l'humour au cinéma, eh bien, ces ciments disparaissent. Nous ne formons plus communauté. Nous sommes des gens que tout ne fait pas rire. Certaines choses font rire et pas d'autres. Mais bon, normalement, la vieille tradition française, c'est aussi, c'est quand même le bouffon, et c'est aussi se moquer des puissants. C'est Molière. Et là, on n'en est plus là. On a vraiment des comiques de cour qui agitent leurs clochettes pour plaire aux puissants. Non, on riait, maintenant on ricane. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça fait du bien qu'elle a bienvenue ce matin dans cette actualité qui est toujours évidemment aussi lourde, la réforme des retraites qui arrive avec la journée de mobilisation. Et puis, donc évidemment, tout ce qui s'est passé cette semaine autour de l'Ukraine, avec les décisions d'envoyer des chars venant de l'Allemagne, venant des Américains, et puis la question qui se pose aujourd'hui pour la France, est-ce qu'il faut envoyer des Charles Leclerc à l'Ukraine? Alors, tout à l'heure, vous disiez, on franchit des lignes rouges, Guillaume Bigot. Rappelez, en fait, pour vous, ce qui est une ligne rouge dans ce conflit. Alors, c'est pas pour moi, mais c'est les Américains qui sont quand même à la manœuvre dans cette histoire.
avaient dit eux-mêmes des armes défensives, oui, pas d'armes offensives. Or, des chars de combat sont des armes offensives. Les Pays-Bas vont livrer des chasseurs F-16, ce sont des armes offensives. Et là, maintenant, l'Ukraine réclame des missiles à longue portée. Une autre ligne rouge, c'était pas taper le territoire russe, mais que la guerre reste contenue sur le territoire ukrainien. Et bien là, c'est plus le cas. Il y a déjà des frappes en Russie. Ils ont installé des batteries anti-aériennes à Moscou sur les bâtiments publics. Une autre ligne rouge, c'était la Crimée. Dire voilà, on va refouler la Russie dans ce qu'elle a pris après le 24 février, ce qui paraissait de bonne guerre. Et là, maintenant, Zelensky, mais les Américains le contredisent pas, il va récupérer la Crimée. On sait que là, pour le coup, du côté russe, c'est vraiment une ligne rouge. Redevenons sérieux. Qui a franchi les lignes rouges, sinon Monsieur Poutine? Il les a franchis. C'est pas la politique étrangère. Il les a franchis en Géorgie, en annexant une partie d'un pays souverain, qui est toujours annexé. Une partie des gens sur le territoire géorgien vivent avec des passeports russes distribués par M. Poutine. Il l'a franchi en Crimée, en annexant une part encore plus importante d'un pays souverain. Et il l'a franchi une troisième fois le 24 février, dans le but, je le rappelle quand même, d'annexer la totalité de l'Ukraine, c'est-à-dire en réalité d'en faire un État vassal. Donc pourquoi l'Europe soutient l'Ukraine? Elle soutient l'Ukraine parce qu'on ne peut que soutenir un pays qui est menacé, un pays souverain, qui est menacé d'annexion par un pays totalitaire, et maintenant nous devons le soutenir encore plus parce que entre-temps, la Russie de M. Poutine, je précise de M. Poutine, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie éternelle, nous sommes en guerre avec la Russie de M. Poutine. La Russie de M. Poutine s'est rendue coupable de centaines de milliers de crimes contre l'humanité. Donc la France... Centaines de milliers de crimes contre l'humanité. Absolument. Les bombardements d'infrastructures civiles, de maternités, d'hôpitaux, de bâtiments d'habitation uniquement habités par des civils, j'appelle ça des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Donc l'Europe et la France se battent pour ces valeurs. L'indépendance d'un pays souverain, et nous nous battons contre un fauteur de crimes contre l'humanité. Bon, votre réplique, oui, sur quoi il faut répondre que d'abord des pays de l'OTAN ont attaqué des pays souverains. Enfin, c'est le cas de la Turquie qui s'est étendue en Grèce. C'est aussi ce qui s'est passé avec les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont agressé un pays sans aucun mandat international. C'était l'Irak. On n'arrive pas à chiffrer d'ailleurs le nombre de pertes civiles, des centaines de milliers de morts probablement. Oui, mais pour rester là tout de même sur le conflit. Pardon, c'est la question des valeurs. Moi, je veux bien rester sur le conflit, mais là, on me brandit les valeurs. Donc, le problème des valeurs, c'est que la Russie se comporte de manière absolument inqualifiable en Ukraine, mais exactement, exactement comme la Chine se comporte de manière inqualifiable au Tibet, exactement comme les États-Unis se comportent de manière inqualifiable en Irak et au Moyen-Orient, etc. En anglais, on dit « two wrongs don't make a right ». Deux erreurs. Une erreur n'en corrige pas une autre. Vous n'allez pas me sortir toutes les atteintes aux droits de l'homme, au droit international pour dire qu'il ne faut rien faire en Ukraine. Alors, je pense que il n'y a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. On a déjà entendu Saddam Hussein, on n'a pas le choix, il faut l'arrêter. Comprenez, c'est la deuxième armée du monde, après le Koweït, jusqu'où va-t-il aller, etc. On a vu dans quel état est le Moyen-Orient. Donc le problème, c'est que l'argument, justement, 2 fois, pas 3, c'est-à-dire que l'argument des valeurs pour justifier des interventions qui ensuite mettent un bazar dans des régions pas possibles et désorganisent absolument tout les équilibres de puissance, ça suffit. On a déjà payé pour voir l'éléphant américain qui rentre dans une boutique de porcelaine et qui casse tout. On l'a déjà vu au Vietnam, 2 millions de morts, ça vous parle? On l'a déjà vu en Afghanistan, ils ont redétruit ce pays. On l'a déjà vu en Irak, ils ont détruit ce pays, ils l'ont ramené à l'âge de pierre. Alors maintenant, on continue et on va escalader au nom des valeurs et de la démocratie. Qui a décidé du conflit? Je pense que c'est... Qui a la cause immédiate, c'est la Russie, c'est Poutine qui a violé le droit international. L'origine du conflit, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et vous le savez parfaitement. L'origine du conflit est plus compliquée, puisque vous lisez les mémoires de Gourde-Montagne, c'était le conseiller diplomatique de Jacques Chirac, c'était pas un poutinien particulièrement. À ce moment-là, il y a une proposition qui est faite par la France, par l'Allemagne, conjointement avec Poutine, on est en 2003-2004, de garantir la sécurité de l'Ukraine de manière croisée, c'est-à-dire entre l'OTAN qui apporte sa garantie et la Russie qui apporte sa garantie. Vous savez quoi? Les États-Unis disent non. Ensuite, il y a une autre proposition. Rien ne justifie cette invasion. Rien ne justifie la tentative d'annexion d'un pays russe, européen. Non, mais moi, je vous pose simplement une question. Qu'est-ce qui se passerait si on laissait tomber l'Ukraine? Donc l'Ukraine perdrait la guerre, nous sommes d'accord. L'Ukraine ne soutient le combat avec la Russie que grâce aux armes occidentales. Qu'est-ce qui va se passer? Éric Nolot, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je finis mon raisonnement. La Russie ensuite, une fois qu'elle aurait annexé l'Ukraine, elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Pourquoi s'arrêterait en si bon chemin? Pourquoi croyez-vous que les pays de l'Est sont ceux qui poussent le plus à fournir des armes? Parce qu'ils savent très bien qu'ils seront les prochaines victimes de M. Poutine. On est dans un engrenage hitlérien. Voilà. Nous sommes dans la crise des Sudètes. Si on laisse ça à M. Poutine, il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Allez, votre réponse, Guillaume Bigot. On nage en plein anachronisme. Voilà. Éric Nolot et les propagandistes de l'OTAN voient le monde en noir et blanc dans les années 30, dans les années 40. C'est une distinction entre Nolot et les propagandistes de l'OTAN. C'est deux catégories très différentes. Non, mais bien sûr que je fais des différences, mais là vous reprenez leurs arguments. À la troisième personne. Je parle de leurs arguments. Je parle de leurs arguments et que vous reprenez à votre compte. Donc je suis obligé de parler des vôtres aussi. Et donc que font-ils? Ils disent exactement la même chose que Poutine. Ils tombent dans le même anachronisme délirant. Que dit Poutine? Il faut dénazifier l'Ukraine. C'est un argument délirant. En fait, il est en train de défendre les intérêts des populations russophones sur place et de défendre surtout la base de Sébastopol et des intérêts géostratégiques. Les Américains font la même chose en armant les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont les victimes de ce choc des puissances, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec un Hitler qui avalait les pays les uns derrière les autres au nom d'une idéologie génocidaire. Pourquoi ça n'a rien à voir avec Hitler? Je termine, Éric Nolot. Ça veut dire quoi? Parce que nous bloquons Poutine. En expliquant que Poutine c'est Hitler, vous faites exactement la même erreur que Poutine dans sa propagande anachronique en disant qu'il dénazifie l'Ukraine. Et surtout, Hitler n'avait pas la bombe. Simplement, la différence entre Poutine et Hitler, c'est que nous bloquons Poutine, alors que nous avons laissé faire Hitler. Et ce qui est en jeu en Ukraine, ce sont nos valeurs européennes les plus profondes, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de souveraineté. Monsieur Poutine se croit revenu au 19e siècle ou à des temps anciens où on pouvait annexer un pays comme ça. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur l'Irak et autre chose, mais on ne va pas revenir dans le passé pour justifier ce qui est injustifiable. Et d'ailleurs, écoutez, franchement, l'affaire des chars, ce n'est qu'une étape transitoire, parce qu'il va falloir en effet fournir d'autres armes, parce que il n'y a pas d'autre issue pour nous que la victoire de l'Ukraine. Dans un tribunal pénal international. Absolument. Et comment vous allez l'arrêter avec la bombe? Vous savez, vous avez un plan ou pas ou non? Mais je dis pas que c'est facile, je dis pas il y a qu'à faucon. Je dis simplement que je suis sur la même ligne que les Ukrainiens. Je veux que Poutine et les principaux responsables russes comparaissent devant une cour spéciale pour crimes contre l'humanité. Et Erdogan non. Et crimes de guerre. Et George Bush aussi, et George Bush aussi. Mais c'est pas le débat. On va pas faire évidemment tout le monde. Allez, juste tiens, la conclusion avec un auditeur, Didier de Nîmes dans le Gard, pour essayer d'arbitrer entre vous ce bon débat dans Tous discutent, Guillaume Bigot et Éric Nolot. Didier, il nous reste une petite minute, pardon, mais ils étaient très bavards, mais c'est normal, ça se comprend. Quel est votre sentiment, vous, sur ce risque ou pas d'escalade, quoi? Moi, je pense que Nolot a raison. D'une manière comme d'une autre, c'est aussi un petit peu l'image qu'on va laisser à nos descendants, de savoir qu'en 40, on a fait des bêtises, puisqu'on n'a pas pris au sérieux ce qui s'était passé. Et là, on s'arrête parce qu'il y a la bombe. En gros, quel est le message qu'on veut faire passer à nos descendants en disant que dès qu'un pays qui soit un peu totalitarisme a la bombe, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a la bombe. Donc, tout le monde serre les fesses en disant non, on fait rien parce que sinon, est-ce que vous pensez vraiment que tous les Russes veulent mourir? Ah non, mais c'était une bonne question sous forme de conclusion un peu à ce débat, et vous donnez raison ce matin, Éric Nolot, face à Guillaume Bigot. Allez, c'est votre droit. Parce que j'ai raison. C'est le propre des gens qui s'aveuglent de penser dans un instant, Valérie Expert qui va essayer de vous mettre d'accord les uns les autres, les débatteurs, d'autres débatteurs, Frédéric Dabi par exemple, avec son sondage qu'on a donné ce matin sur Jean-Luc Mélenchon, qui a de plus en plus une mauvaise image auprès des Français. 8h57, et puis ensuite ça continue évidemment avec tous les rendez-vous. Et on va suivre aussi en fil rouge, évidemment, ce qui se passe du côté de Marcoussis sur le psychodrame du rugby français. 8h57, bon week-end à vous.